God Save the Queen. Et oui, une longévité jamais égalée dans la monarchie britannique. Ce jeudi, le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, soit plus d'une cinquantaine d'États. Vous aimez beaucoup mon accent, Christophe. Eh bien, tous ces pays se préparent à célébrer le jubilé de platine de la reine Elisabeth II, qui marque les 70 ans de règne. Ces 70 ans de règne. Si des événements sont organisés dans tout le royaume depuis le 6 février dernier, jour officiel du couronnement de la reine, les principales festivités se déroulent donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin pour profiter aussi du beau temps en Angleterre qui se fait rare. Et pour cet anniversaire, le gouvernement a investi 28 millions de livres, soit 33 millions d'euros. Et un jour férié spécial a même été décrété demain, vendredi, pour que tous les sujets de Sa Majesté la Reine puissent participer à la fête. C'est l'occasion ce matin avec vous, Christophe, de revenir sur l'histoire de la famille royale britannique et notamment ce qui nous intéresse, les liens assez troubles, on va le voir, entre le royaume et la communauté juive. On avait d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en parler sur cette antenne. Et oui, rappelez-vous, lors de la disparition du prince Philippe Mountbatten, duc d'Édimbourg, époux de la reine Elisabeth II, décédé à l'âge de 99 ans tout récemment, l'homme à l'histoire et à la culture très riche venait d'une famille brisée. Et on va commencer justement par parler de son histoire, Christophe. Oui, exactement. Un des beaux-frères nazis, une mère mystique et une enfance nomade. Avant de devenir le patriarche de la famille royale britannique, le prince Philippe a connu des années effectivement plutôt compliquées, c'est moins qu'on puisse dire, traversées de déménagements à travers l'Europe et de drames familiaux. Né prince de Grèce et du Danemark sur l'Y de Corfou, il est le 4e enfant et unique fils du prince Andrew de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg. Un an seulement après sa naissance, la défaite de la Grèce dans sa guerre contre la Turquie va forcer la famille à s'exiler en France. Alors que Philippe grandit et s'engage dans l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, tout le reste de sa famille se construit autrement. Théodora, Margarita, Cécilie et Sophie, ses 4 sœurs se marient et épousent toutes des aristocrates allemands. Et 3 d'entre elles ont en effet eu des liens avec le parti nazi. Cécilie notamment, qui a rejoint le parti avec son mari en 1937. Elle mourra quelques mois plus tard dans un accident d'avion avec son époux et leurs 2 fils. Une disparition tragique qui va laisser une empreinte lourde sur la vie de Philippe. L'enterrement de sa sœur en Allemagne donnera d'ailleurs lieu à des images qui viendront embarrasser la famille royale bien des années plus tard. Effectivement, en 2006, le journal Daily Mail ressort des photos plutôt gênantes. On y voit le jeune prince Philippe, âgé de 16 ans, à l'époque, prendre part à la procession entourée d'hommes en uniforme SS. Enfin, Cécilie ne fut pas la seule de la famille à exprimer une sympathie pour le régime nazi. Oui, exactement. Un documentaire diffusé il y a quelques années, en 2015, sur Channel 4 en Angleterre, rapporte que Sophie, en 1935, rencontra Adolf Hitler en grande pompe, le décrivant comme un homme charmant et visiblement modeste. Le même documentaire et un article du Daily Mail montrent aussi la photo de la princesse attablée face au dictateur lors d'un mariage. Le fanatisme de Sophie pour le Troisième Reich est tel qu'elle nommera son fils Karl Adolf en hommage à l'homme qui a exterminé 6 millions de juifs. Alors ce qu'il faut dire, c'est ce qui est notable, c'est que la trajectoire de vie de ces femmes pro-nazis est diamétralement opposée à celle de leur mère, Alice de Battenberg, donc la mère du prince Philippe aussi, qui fut, elle, en revanche, reconnue comme juste parmi les nations pour avoir sauvé une famille juive. Et oui, Alice de Battenberg était très proche d'une famille juive, les Cohen, dont le père était membre distingué du Parlement grec, ayant eu vent de leur situation désespérée pendant la guerre en 1943 à Athènes. La mère de Philippe décida de cacher toute la famille, a mis à leur disposition un appartement, ce qui est vraiment risqué bien sûr, car l'immeuble d'habitation était situé à seulement quelques mètres, des quartiers généraux de la Gestapo. Souvent méfiant envers l'ancienne reine, les services allemands convoquent d'ailleurs plusieurs fois Alice, qui à chaque fois, invoquant sa surdité, fait semblant de ne pas comprendre les interrogations des services allemands. Une position remarquable, car même après la guerre, Alice de Battenberg n'évoquera jamais cette bravoure et ce sauvetage de la famille Cohen. En fait, on découvre ses actions bien après sa mort. Et oui, bien après la guerre, il faut savoir qu'Alice de Battenberg exigea dans son testament être enterrée à Jérusalem. Si au départ ses souhaits ont été ignorés, qu'elle fut d'abord enterrée en Angleterre, en 1988, ses restes sont finalement transférés dans la crypte familiale au cimetière du Mont des Oliviers, dans la capitale israélienne. C'est 5 ans plus tard, en 1993, que lui a enfin été remis à titre posthume la qualification de juste parmi les nations par le mémorial Yad Vashem. C'est évidemment l'une des plus hautes distinctions de l'État d'Israël. Et en 1994, soit bien des années plus tard, après ces faits, le prince Philippe devient le premier membre de la famille royale britannique à se rendre en Israël, du moins officiellement, pour rendre hommage à sa mère et faire un discours très
très émouvant. Alors de l'autre côté de la famille royale, côté Elisabeth, donc qui fête ses 70 ans de règne ce jeudi, la famille, c'est les Windsor. Le rapport avec la communauté juive est assez discret. Oui, dans ce royaume où pourtant la communauté juive est d'ailleurs l'une des plus fortes d'Europe. Aucun juif n'a jamais été nommé, par exemple, à l'un des postes de commande de Buckingham Palace. Et cela remonte déjà au 19e siècle, puisque l'on sait que la reine Victoria, épouse d'un prince allemand, a longtemps refusé d'anoblir des juifs éminents. D'ailleurs, pour l'anecdote, son premier ministre favori, on le connaît, Benjamin Disraeli, qui a été le seul premier et unique juif au pouvoir en Grande-Bretagne, avait été converti à la religion d'État, la religion anglicane. Ouais, certainement une marque de bonne volonté de sa part pour ne pas contrarier la reine et faire taire aussi les remarques antisémites de l'époque. Enfin, dans l'histoire du XXe siècle, il faut aussi se souvenir, dans les années 1930, surtout du roi George VI et de sa femme qui ont soutenu la politique d'apaisement, entre guillemets, avec Adolf Hitler, politique poursuivie par son premier ministre, Neville Chamberlain. C'est ce qu'on a d'ailleurs appelé plus tard le syndrome de Munich. Oui, le syndrome de Munich, par peur du communisme, mais aussi par antisémitisme. Une grande partie de la noblesse, effectivement, ne cache pas ses sympathies pour le mouvement des chemises noires du nazi anglais Oswald Mosley, qui était lui-même lié aux grandes familles via son mariage avec l'une des filles de Lord Mitford, qui est proche d'Adolf Hitler. Mais plus connu des pro-nazis chez les Windsor, ça reste sans aucun doute Édouard VIII, devenu duc après son abdication en 1936. Lui soutenait ouvertement le Troisième Reich, ce qui reste encore aujourd'hui une ombre au tableau de la famille royale britannique. Dans la haute société de l'époque, l'antisémitisme était totalement naturel. On se souvient aussi de ces mots de la princesse Diana dans les années 90. Oui, la princesse Diana. Alors si ce n'est pas antisémite, c'est quand même assez édifiant. Lors de son divorce avec le prince Charles, elle reconnaissait dans la presse que son avocat, Anthony Julius, était le premier juif qu'elle côtoyait quand même à son âge, ce qui semble quand même invraisemblable. Quoi qu'il en soit, le royaume d'Angleterre est évidemment lié, Christophe, au peuple juif et notamment par la fondation de l'État d'Israël. Et oui, un petit peu d'histoire. Cette déclaration Balfour, déjà 1917, pas bien acceptée par les juifs, et l'animosité des sionistes envers les Anglais est à cette période très forte. À l'époque, dans ce qui constitue encore la Palestine mandataire, les attaques de l'Irgun contre des militaires britanniques entre 45 et 47 étaient fréquentes. La destruction de l'hôtel King David, notamment, qui a fait 91 morts en 1986, qui servait, on le rappelle, à l'époque de QG à l'armée britannique, provoque une véritable, effectivement, onde de choc dans tout le royaume. Et oui, en 1946, mais malgré cette animosité tantôt secrète, tantôt ouverte, la famille royale britannique a tout de même des similitudes assez étroites avec certaines traditions du peuple juif. On peut en parler, notamment celle qui exige que tous les garçons de descendance royale soient circoncis. Et oui, bien que de religion anglicane, la famille royale britannique a recours à la circoncision depuis au moins 150 ans. Eh oui, Georges Ier, allemand de la dynastie des Hanovre, qui conquit le trône britannique en 1714, aurait en effet été le premier circoncis. Ainsi, les fils de la reine Elisabeth, Charles, Andrew, Edward ont aussi été soumis à cette tradition dès leur naissance. D'ailleurs, en 1948, quand des rabbins revendiquent publiquement la circoncision du prince Charles, dans The Jewish Chronicle, le journal juif le plus populaire dans le pays, personne chez les Windsor ne va démentir. Il faut rappeler que beaucoup de garçons de l'aristocratie, si ce n'est la majorité, étaient bien circoncis dans les années 40, 50. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que la tradition exige que ce soit un Moël, donc celui qui exécute la Brit Mila dans le judaïsme, qui pratique cette circoncision sur les garçons juifs anglais. Les origines de cette circoncision sont intéressantes. Elles dateraient du roi David. Effectivement, les textes de l'église anglicane attribuent une place importante à David, premier roi de Jérusalem, qu'elle considère comme un ancêtre de la famille royale. Le droit d'aînesse également et le droit des successions sont directement issus de la tradition juive. Merci beaucoup Christophe. Vous restez avec nous tout au long de cette édition.